Une nuit calme à Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, a été brisée par un événement inattendu. À 23h17, un blackout numérique a plongé la ville dans l'obscurité totale, perturbant les communications et paralysant les réseaux. Ce n'était pas une panne ordinaire, mais un signal silencieux d'un système en crise. Alors que la capitale sombrait dans le silence, un leader de l'Afrique de l'Ouest, Ibrahim Traoré, observait de loin, conscient que cette coupure numérique pourrait marquer le début d'une révolution plus vaste. Pourquoi ce silence soudain et ce contrôle des informations sont-ils devenus des armes dans un monde hyper connecté? Et quel rôle l'Afrique jouera-t-elle dans cette lutte pour la dignité? Dans une Afrique en pleine transformation, où la jeunesse s'affirme comme un acteur majeur de la politique, la Tanzanie semble en suspension entre l'espoir de renouveler sa confiance en un système démocratique et la réalité d'un gouvernement qui contrôle férocement l'information. La coupure numérique qui a frappé Dar es Salaam ne fut pas simplement un acte isolé, mais un avertissement. Un avertissement que le silence peut être plus puissant que la répression ouverte. Les enjeux sont colossaux. La stabilité politique contre la liberté d'expression, le contrôle gouvernemental contre l'éveil populaire. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a souvent parlé de la dignité comme de la véritable richesse de l'Afrique. Aujourd'hui, ce principe a été mis à l'épreuve sur le continent. Si la liberté de parole peut être étouffée par un blackout numérique, quel avenir reste-t-il pour la jeunesse africaine qui réclame justice et dignité? La question dépasse les frontières de la Tanzanie. Le continent tout entier pourrait-il en sortir transformé pour mieux affronter ses défis internes et externes? Le matin suivant, Dar es Salaam semblait renaître, mais l'écho du blackout numérique persistait, comme un voile de silence lourd de signification. Pendant les quelques minutes où la ville fut coupée du monde, un message crucial se fraya un chemin à travers l'obscurité. La coupure était plus qu'un simple incident technique, comme l'avait suggéré le gouvernement. Des données en provenance de NetBlocks, une organisation spécialisée dans le suivi des pannes numériques, ont révélé un effondrement de 90% du trafic Internet. Ce n'était pas un hasard. La déconnexion était, en réalité, une réponse à l'inquiétude croissante du gouvernement face à la montée des tensions électorales. Une manipulation habile pour contrôler l'information, pour rendre la population silencieuse alors qu'elle se préparait à défier l'ordre établi. Mais tout n'allait pas se dérouler comme prévu. À l'université de Dar es Salaam, une étudiante, Aïcha, capturait l'attention de milliers de jeunes avec un simple message. S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue. Ce fut le début d'une série d'événements qui secoueraient les fondations mêmes du pays. Le mouvement s'étendit rapidement à travers la capitale, puis au-delà, alimenté par des manifestants prêts à revendiquer leur droit à l'information. Dans le même temps, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait les événements avec une attention particulière. Ancien soldat devenu leader, il comprenait que ce qui se jouait en Tanzanie n'était qu'un écho des luttes qu'il avait lui-même affronté au Burkina Faso. Le combat pour la dignité de la jeunesse africaine ne se limitait pas à un seul pays. Il était devenu une flamme qui allait bientôt embraser tout le continent. Aïcha, une jeune étudiante de 22 ans, se trouvait à un carrefour de l'histoire. Loin d'être une simple spectatrice des événements, elle incarnait cette nouvelle génération africaine qui refuse de se laisser étouffer par l'oppression. Son selfie devenu viral, sous le scintillement des lumières de l'université, était bien plus qu'une simple image. Il était devenu le cri du cœur d'un continent qui réclamait sa voix. « S'ils font taire le net, nous parlerons dans la rue. » Ces mots résonnèrent bien, au-delà des frontières tanzaniennes, devenant le catalyseur d'un mouvement dont les répercussions se feraient sentir partout en Afrique. Le rôle d'Aïcha n'était pas isolé, bien au contraire. Elle était le symbole d'un changement qui se préparait, porté par une jeunesse africaine, désireuse de revendiquer son droit à l'autodétermination. Tandis que des milliers se rassemblaient pour protester contre le silence imposé, les médias sociaux, bien que partiellement coupés, continuaient
de fonctionner comme des relais pour diffuser l'information. Les vidéos de la répression, bien que filtrées, circulaient encore grâce aux VPN et aux réseaux décentralisés. Le leader burkinabé Ibrahim Traoré observait la situation d'un œil attentif. Lui-même un produit du soulèvement populaire, il savait que le défi tanzanien n'était qu'un microcosme de la lutte plus vaste pour la dignité et la justice à travers l'Afrique. En tant que leader de la transition au Burkina Faso, il comprenait les enjeux qui se jouaient dans chaque rue et chaque campus, à Dar Salam comme à Ouagadougou. Et il savait que, tout comme au Burkina, la bataille pour l'avenir de l'Afrique ne se gagnerait pas dans le silence, mais dans le courage de ceux qui osaient briser les chaînes de l'oppression. Le silence imposé par la coupure numérique à Dar Salam fut de courte durée, mais ses conséquences se firent immédiatement sentir. Alors que les écrans s'éteignaient, une nouvelle ère de résistance commençait à émerger. En l'espace de quelques heures, la capitale tanzanienne était en proie à une agitation populaire sans précédent. Ce qui avait commencé comme un simple blackout s'était transformé en un catalyseur de révolte, une manifestation de l'esprit indomptable de la jeunesse africaine. Les jeunes, une fois privés de leur accès à l'information, se tournèrent vers la rue comme ultime moyen d'expression. Les manifestations se multipliaient, les pancartes et les slogans fleurissaient, demandant la vérité, la justice et, surtout, la fin du silence imposé par les autorités. Les rues de Dar Salam furent bientôt envahies par des milliers de manifestants, principalement des étudiants et des jeunes travailleurs, qui marchaient côte à côte, brandissant des messages de résistance. Les forces de l'ordre, redoutant une escalade de la violence, avaient déployé des unités anti-émeutes. Mais la répression brutale ne fit qu'attiser la colère populaire. Les gaz lacrymogènes remplissaient nos colères. Les manifestants se regroupaient, s'organisant avec des messages diffusés à travers des canaux cryptés. Les jeunes se battaient pour leur droit à la parole, pour leur droit à la liberté d'expression, mais aussi pour leur dignité. Un sentiment de solidarité s'était tissé parmi eux, transformant chaque acte de répression en un défi supplémentaire pour leur volonté de faire entendre leur voix. Au même moment, dans les coulisses du pouvoir, les autorités tanzaniennes tentaient de minimiser l'ampleur de la situation. Le gouvernement annonça que la coupure était due à une panne technique, une explication qui ne convainquit guère les citoyens. À mesure que les manifestations se déployaient, les médias d'État diffusaient des messages de calme et de stabilité, tandis que les réseaux sociaux se faisaient l'écho des vérités occultées. Un autre genre de guerre avait éclaté, une guerre de l'information, où chaque camp tentait de maîtriser la narration des événements. En réponse, des groupes de journalistes et d'activistes opérant dans l'ombre mirent en place des sites miroirs et des réseaux informels pour diffuser les images des manifestations. Ces images, loin d'être supprimées, se propageaient comme une traînée de poudre, suscitant l'indignation au niveau international. Loin de la Tanzanie, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré observait avec une attention particulière ces événements qui se déroulaient à des milliers de kilomètres de chez lui. Ancien soldat devenu président, il savait que la lutte pour la dignité était universelle. Les images de jeunes Africains se levant pour leur liberté résonnaient profondément en lui, rappelant les luttes qu'il avait lui-même menées pour affronter la corruption et l'oppression dans son propre pays, le Burkina Faso. Traoré avait souvent affirmé que la dignité était la véritable richesse de l'Afrique. Aujourd'hui, ce principe était mis à l'épreuve sur tout le continent. La jeunesse africaine, dans sa diversité, était prête à se lever, non pas seulement pour la justice, mais aussi pour une Afrique où le silence imposé par les pouvoirs en place ne pourrait plus étouffer ses aspirations. Les rues de Dar Salam, autrefois synonymes de calme et de tranquillité, étaient désormais le terrain de bataille entre le pouvoir et ceux qui se battaient pour la vérité. Leur voix, une fois réduite au silence, s'était élevée
avec une force inattendue. Et à chaque cri, à chaque pas dans les rues, une certitude émergeait. Ce n'était que le début d'un mouvement bien plus vaste, qui se diffuserait à travers l'Afrique, inspiré par les luttes au passé et alimenté par la volonté indomptable des jeunes d'aujourd'hui. Dans les jours qui suivirent la coupure numérique à Dar Salam, les preuves concrètes de l'impact de l'événement commencèrent à émerger. Ces chiffres et statistiques furent cruciaux pour comprendre l'ampleur de la crise et comment elle avait affecté la population tanzanienne. Selon les données de NetBlocks, un organisme de suivi des coupures d'Internet, la déconnexion des réseaux de communication a duré près de 7 minutes, mais son effet fut bien plus long. L'analyse du trafic des principaux fournisseurs d'accès Internet montra une chute vertigineuse de près de 90% du trafic global. Ce chiffre ne fut pas simplement le résultat d'un incident technique, comme l'affirmait le gouvernement, mais un véritable acte de contrôle systématique de l'information. Le blackout fut si total qu'il empêcha la diffusion en temps réel des événements liés à l'élection présidentielle, une mesure qui visait à contenir la pression populaire. Au-delà de l'interruption de l'Internet, les manifestations de rue apportaient une autre forme de preuve, les vidéos. En dépit des tentatives d'effacer les traces, les vidéos d'altercations entre manifestants et forces de l'ordre circulaient à grande vitesse via des canaux cryptés. L'une des vidéos les plus marquantes montrait des jeunes Tanzaniens brandissant des pancartes où l'on pouvait lire « La vérité ne peut pas être débranchée ». Ce slogan devint rapidement emblématique du mouvement. En l'espace de quelques jours, ces vidéos furent partagées des milliers de fois, atteignant non seulement les habitants de la Tanzanie, mais aussi des millions de personnes dans le monde entier, amplifiant ainsi la portée de la révolte. Les chiffres économiques, bien que souvent éclipsés par les événements politiques, donnèrent également un aperçu de l'impact de la crise. Les échanges à la bourse de Dar Salam avaient chuté de 15% dans les 2 jours suivant la coupure, ce qui reflétait la nervosité croissante des investisseurs face à l'instabilité. Les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie furent les plus touchés, avec une baisse de 40% des réservations dans les hôtels de la capitale pendant la première semaine de la crise. Cette chute dramatique des flux économiques montra que la crise n'était pas seulement politique, mais qu'elle avait des conséquences tangibles sur la stabilité économique du pays. Les résultats d'une enquête menée par un groupe de chercheurs locaux au lendemain de la coupure d'Internet révélèrent également des faits frappants. 67% des jeunes adultes tanzaniens interrogés déclaraient que la coupure d'Internet avait exacerbé leur méfiance envers le gouvernement, et 54% d'entre eux affirmaient qu'ils ne se sentaient pas représentés par les autorités en place. Ces chiffres soulignaient une fracture grandissante entre la population et le pouvoir politique, exacerbée par l'incapacité du gouvernement à gérer la situation de manière transparente. Ces données fournissaient non seulement un aperçu des répercussions immédiates de l'événement, mais aussi des tensions profondes qui couvaient depuis des années dans le pays. Elles mettaient en lumière les fractures économiques, sociales et politiques qui affectaient la Tanzanie et permettaient d'étayer la notion selon laquelle cette crise n'était que le symptôme d'une Afrique de plus en plus confrontée aux défis de la gouvernance dans un monde connecté et informé. Dans toute crise, il existe toujours plusieurs perspectives, chacune soutenue par des arguments forts. D'un côté, certains analystes et politiciens tanzaniens soutiennent que le gouvernement a agi pour assurer la stabilité nationale, prévenant une possible crise électorale qui aurait pu dégénérer en violence généralisée. Selon cette argumentation, la coupure numérique n'était qu'une mesure temporaire et nécessaire pour contenir les tensions croissantes. Dans un contexte où les élections étaient perçues comme un test de légitimité pour le gouvernement en place, il fallait éviter que les manifestations et les appels à la désobéissance civile ne prennent une ampleur ingérable. Cette position mettait l'accent sur la préservation de l'ordre public, soulignant que la stabilité de la nation passait avant la liberté d'expression dans un moment de crise. Cependant, une autre perspective, plus radicale, émergeait dans les rues de Dar Salam, où les jeunes et les activistes faisaient mieux valoir que ce geste n'était qu'une preuve supplémentaire de la dictature sous-jacente du régime.
Selon ces voix critiques, la coupure d'Internet n'était qu'un autre moyen pour le gouvernement de renforcer son emprise sur la population et de limiter les canaux de communication qui auraient pu éclairer le monde extérieur sur la brutalité de la répression. Ces manifestants considéraient la coupure comme une atteinte directe à leurs droits fondamentaux, notamment à leur droit à l'information et à la libre expression. En privant les citoyens de leur accès à Internet, le gouvernement donnait à voir non pas un acte de protection, mais une manœuvre cynique pour museler ceux qui, à travers les réseaux sociaux, osaient dénoncer la réalité sur le terrain. Leurs arguments étaient renforcés par des figures comme Ibrahim Traoré, dont les expériences de lutte au Burkina Faso ont donné une dimension particulière à ces revendications. Le président burkinabé, dont le parcours politique a été façonné par des mouvements populaires de résistance contre l'injustice, comprenait bien les implications de la répression numérique. Traoré soutenait que la dignité, non seulement un consomme en tant que concept abstrait, mais en tant que droit fondamental, était au cœur des luttes menées à travers l'Afrique. Pour lui, toute tentative de suppression des voix critiques, qu'elles soient digitales ou physiques, ne faisait qu'aggraver les divisions internes au sein d'une société déjà fragilisée par des décennies de négligence politique. Les arguments opposés au gouvernement tanzanien soulignaient que la véritable stabilité ne pouvait être atteinte en emprisonnant la vérité ou en empêchant les citoyens de se faire entendre. Au contraire, un pays où les citoyens sont libres de s'exprimer et de se connecter entre eux est un pays plus fort, plus résilient et capable de résoudre ses problèmes de manière démocratique. Ces voix, bien que minoritaires dans les cercles politiques officiels, portaient un message puissant. La liberté n'est pas un luxe, mais une nécessité pour tout véritable processus de réconciliation nationale. Au cœur de la crise, un tournant décisif survint. Alors que les manifestations continuaient à se multiplier à Dar Salam, un événement inattendu éclata sur la scène internationale. Ibrahim Traoré, le leader du Burkina Faso, prit publiquement position en faveur des manifestants tanzaniens. Dans un discours prononcé depuis Ouagadougou, Traoré déclara « La dignité de l'Afrique ne se négocie pas, elle se défend. » Gasque. Oh, ce message, simple mais puissant, résonna profondément à travers le continent. Pour la première fois, un leader africain, au-delà des frontières de son propre pays, affichait un soutien sans ambiguïté envers ceux qui luttaient pour leurs droits en Tanzanie. Ce soutien international apporta une légitimité nouvelle aux manifestants tanzaniens, renforçant leur détermination à continuer leur combat. Le message de Traoré fut un signal fort. Ce qui se jouait en Tanzanie n'était pas un simple conflit interne, mais une partie d'une lutte plus large pour la dignité et la justice à travers l'Afrique. Le rôle de la jeunesse africaine, plus que jamais au centre des préoccupations, devenait ainsi un facteur déterminant dans l'évolution de la situation. L'impact de ce soutien ne se limita pas à l'effet immédiat sur les manifestations en cours, mais ouvrit une nouvelle perspective sur la solidarité interafricaine dans la lutte pour des droits fondamentaux. Les événements qui se déroulèrent après le discours de soutien d'Ibrahim Traoré eurent un impact significatif sur la scène internationale. Les manifestations, qui s'étaient d'abord concentrées à Dar Salam, se propagèrent à travers le pays, atteignant même les régions les plus reculées de la Tanzanie. Les jeunes, galvanisés par l'élan de solidarité d'un leader africain reconnu, firent entendre leur voix plus fort que jamais. Dans les rues, les chants de liberté et de dignité résonnaient, tandis que de plus en plus de personnes se joignaient au mouvement. Les autorités, bien qu'initialement tentées de réprimer le mouvement avec une violence accrue, commencèrent à percevoir qu'elles faisaient face à un phénomène plus vaste, bien au-delà d'un simple soulèvement local. L'un des effets les plus tangibles de cette mobilisation fut la pression internationale croissante exercée sur le gouvernement tanzanien. L'UE, les États-Unis et plusieurs organisations internationales condamnèrent fermement la répression des manifestations, appelant à une libération immédiate des prisonniers politiques et à une enquête transparente sur les violences policières. Les Nations Unies,
par le biais de son Haut Commissariat aux droits de l'homme, lancèrent une série d'appels à l'action pour protéger les droits fondamentaux en Tanzanie. Les diplomates occidentaux commencèrent à se réunir en urgence pour discuter de sanctions possibles, mais aussi de la manière de soutenir davantage la société civile tanzanienne dans ses efforts pour promouvoir un changement démocratique. En parallèle, la situation économique du pays se détériorait rapidement. Les chiffres du tourisme, qui avait été l'un des secteurs moteurs de l'économie tanzanienne, commencèrent à chuter de manière drastique. Les réservations d'hôtels baissèrent compte de 45% en une semaine, et le shilling tanzanien perdit de la valeur par rapport aux principales devises mondiales. Les investisseurs étrangers, qui étaient initialement attirés par la stabilité du pays, se retirèrent en masse, fuyant un climat de plus en plus incertain. Les conséquences sur la société tanzanienne étaient également profondes. Le taux de participation des jeunes dans les processus politiques locaux augmenta de manière significative, car cette génération avait pris conscience de son pouvoir. Les jeunes n'étaient plus disposés à rester dans l'ombre, à attendre qu'on leur accorde des droits qu'ils estimaient leur appartenir de plein droit. La contestation, en partie nourrie par l'appel de Traoré à la dignité, renforça les revendications sociales à travers le pays. Les étudiants tanzaniens, inspirés par les actions de leurs homologues burkinabés et d'autres jeunes leaders à travers le continent, commencèrent à organiser des forums de discussion et des assemblées populaires dans les universités où ils débattaient de leur avenir, de la politique et des valeurs de justice et de liberté. Cependant, ce regain d'activisme n'était pas sans risque. Le gouvernement, déjà sur la défensive, intensifia ses efforts pour étouffer toute forme d'opposition, y compris par la surveillance accrue des communications et l'arrestation de leaders étudiants. Mais malgré ces répressions, la flamme du changement semblait désormais indomptable. Les jeunes Tanzaniens, soutenus par une génération entière d'Africains, étaient prêts à aller jusqu'au bout de leur lutte pour la dignité et les droits fondamentaux. À mesure que les mois passaient, les tensions politiques et sociales en Tanzanie atteignaient un point de non-retour. 3 scénarios possibles se dessinaient pour l'avenir du pays, chacun ayant des implications profondes pour sa stabilité et son avenir démocratique. Commençons par le premier scénario. Le gouvernement tanzanien parvient à reprendre le contrôle de la situation en rétablissant l'ordre public, mais à un coût politique et économique élevé. Le président, sous la pression internationale et nationale, accepte d'engager des réformes modérées. Les droits de l'homme et la liberté d'expression sont partiellement restaurés, mais les libertés demeurent limitées. Les manifestations continuent, bien qu'elles soient de moins en moins nombreuses, en raison de l'intensification de la surveillance gouvernementale. L'économie, bien que touchée par les sanctions et l'incertitude, commence à se redresser lentement grâce à un retour progressif de l'investissement étranger. Cependant, la jeunesse tanzanienne, bien que moins active sur le plan de la protestation, reste politiquement engagée, et son rôle dans l'avenir politique du pays devient de plus en plus central. Passons maintenant à un deuxième scénario, plus optimiste. Si les pressions internes et internationales sur le gouvernement continuent d'augmenter, il est possible que la Tanzanie connaisse une véritable transition démocratique. Dans ce cas, le président et ses alliés politiques seraient vite contraints de mettre en place une série de réformes électorales et politiques substantielles pour apaiser les tensions. La société civile, soutenue par un nombre croissant de jeunes leaders, jouerait un rôle essentiel dans ce processus de démocratisation. Une véritable liberté d'expression serait rétablie et les médias indépendants pourraient enfin opérer sans crainte de répression. Cette transition pourrait être accompagnée d'une amélioration notable des relations internationales de la Tanzanie, avec la levée des sanctions et un regain de confiance des investisseurs étrangers. Cependant, ce scénario impliquerait des négociations ardues entre les différentes factions du pouvoir, et la route vers une véritable démocratie serait semée d'embûches. Enfin,
Dans un troisième scénario, plus pessimiste, la répression gouvernementale se durcit et la Tanzanie sombre dans une nouvelle phase d'autoritarisme. Les manifestations deviennent de plus en plus violentes et le gouvernement utilise des méthodes répressives pour étouffer toute forme d'opposition. Les droits fondamentaux, y compris la liberté d'expression et de réunion, sont de nouveau suspendus. L'économie continue de souffrir en raison de l'instabilité politique, et la Tanzanie voit une fuite accrue des capitaux étrangers. La jeunesse, déçue par l'absence de réformes réelles, se radicalise, et les tensions sociales se transforment en violences sporadiques dans les grandes villes. L'image de la Tanzanie à l'échelle internationale se détériore davantage, et le pays perd son statut de modèle de stabilité en Afrique de l'Est. Dans chacun de ces scénarios, la clé réside dans la manière dont le gouvernement gère la situation et dans la capacité de la société civile, en particulier de la jeunesse, à maintenir sa pression pour des changements réels. Le rôle de leader comme Ici Ibrahim Traoré, qui a ouvert la voie à une solidarité interafricaine, pourrait s'avérer déterminant dans la détermination de la trajectoire future de la Tanzanie. À travers l'Afrique, la Tanzanie n'était plus perçue uniquement comme un pays en crise, mais comme le reflet de défis plus vastes qui touchaient tout le continent. L'engagement de la jeunesse tanzanienne dans les rues, l'unité des manifestants et l'onde de solidarité qui s'était propagée au-delà des frontières nationales avaient attiré l'attention de milliers de jeunes Africains, du Sénégal au Kenya, du Ghana à l'Afrique du Sud. Ils se reconnaissaient dans cette lutte pour la dignité, l'équité et la justice, qui n'était pas seulement celle des Tanzaniens, mais celle de tous les peuples d'Afrique. Les voix de la jeunesse, souvent marginalisées dans le discours politique traditionnel, s'étaient élevées pour dire que leur époque était arrivée. Ces jeunes, qui avaient donc grandi dans un monde numérique, n'étaient pas prêts à accepter le silence, qu'il soit imposé par des gouvernements ou par le manque d'opportunités. Ils voulaient des réponses concrètes, des réformes, mais surtout, ils voulaient être entendus.